à tous, bienvenue dans l'Info à chaud, c'est votre émission de débat sans langue de bois. Chaque mois, vous le savez, avec mes invités, on débat sur les sujets chauds de la sécurité en toute liberté d'opinion et d'expression. Nos trois thèmes aujourd'hui, en première partie, on va essayer de savoir si sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO sera un cauchemar. Deuxième débat, le CNAPS sert-il encore à quelque chose? Et enfin, troisième sujet, le métier du garde du corps est-il en déclin? Voilà, on commence cette émission avec ce premier thème, sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO. Est-ce que ça sera un cauchemar avec mes invités? Guillaume Fard, professeur affilié à l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Face à vous, Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour Christian. Bonjour. En plus, vous étiez en 92 responsable de la sécurité et des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville. Vaste programme. Face à vous, Mickaël, du blog 83 629. Salut Mickaël. Bonjour Alexandre. Et pour compléter cette Dream Team, Moustapha Abassani, président de l'Organisation des professionnels de la sécurité événementielle. Bonjour Moustapha. Bonjour Alexandre. Voilà, je vous propose de démarrer ce sujet avec le spot de la cérémonie d'ouverture que je vais vous commenter. C'est parti. Le 26 juillet 2024, plus d'1 milliard de téléspectateurs du monde entier seront devant leur télévision pour suivre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. 100 ans après les JO de 1924, la capitale rallume sa flamme et de façon audacieuse, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, Paris offre une cérémonie hors d'un stade, le long de la Seine. Au moins 600 000 personnes vont se masser sur les 6 km d'un parcours allant du pont d'Austerlitz au Trocadéro, honorant des monuments connus du monde entier, Notre-Dame, la pyramide du Louvre, l'obélisque de la Concorde et la Tour Eiffel. Les yeux rivés sur les 160 bateaux qui feront défiler, naviguer les 206 nations, les 10 500 athlètes accompagnés de shows ahurissants. 120 chefs d'État, souverains et chefs de gouvernement, des milliers de stars et de personnalités seront à quai aux premières loges, ainsi que des centaines de milliers de spectateurs. Tous se dirigeront ensuite vers l'esplanade du Trocadéro pour assister à un final éblouissant. Mais quid de la sécurité? Comment sécurité publique et privée vont-ils pouvoir assurer la sécurité de ces centaines de milliers de personnes? Pickpocket, mouvement de foule, attentats islamistes, attaques d'identitaires, sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO sera-t-il un cauchemar? Voilà, c'est beau, mais ça fait peur. Christian Proutot. Oui, je pense que d'abord, la peur n'éloignant pas le danger, la vraie problématique, c'est comment on va faire, comment on va travailler, comment les services de l'État vont pouvoir faire une interaction entre leurs propres forces, mais également la sécurité privée. On a vu les problèmes que ça avait posé pour les Jeux de Londres, par exemple, où c'est tout d'un coup, peu de temps avant l'ouverture des Jeux, qu'il a fallu faire une bascule énorme entre la sécurité privée et la sécurité de l'État. Et puis également ce qu'on appelle les volontaires, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'organisation des Jeux, il y a quelque chose qui est très important et qui fonctionne pas mal, qui s'appelle les volontaires. Alors il y a tout ce système que j'appellerais interservice, selon une terminologie un peu baroque, parce que les gens n'appartiennent pas tous à l'État, mais qui est forcément piloté par l'État, qui va devoir être mis en place. Et moi, je pense que c'est jouable, parce que pour avoir fait l'interservice dans une zone olympique, qui bien sûr, ça ne sera pas à cette dimension, mais quand même était importante, dans un endroit comme Albertville, où c'est de la montagne, où il y a peu d'espace, on a pu gérer tout ça parce qu'il y avait beaucoup d'hélicoptères également, parce qu'il y avait le problème de l'aérien. Et ça, je pense que cet interservice est possible à condition de s'y prendre suffisamment tôt. Avant de détailler toutes les possibilités, déjà à Albertville, c'était en 92, il n'y avait pas les mêmes risques d'attentats et autres qu'on connaît maintenant. Moi, tout de suite, je me suis... Oui, vous allez revenir dessus, mais tout de suite, je me suis posé une question. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, autant dans un stade, on peut contrôler les entrées, les sorties, ce que possèdent les spectateurs. Autant dans un endroit ouvert au public, n'importe qui peut aller se mettre dans un immeuble et dans un appartement proche des quais et avec un fusil ou autre, peut tirer sur la foule. Si vous voulez, je vais vous dire un tout petit peu pourquoi je faisais le parallèle, pas simplement parce que le jeu étant haïtiable, comme disait Pascal, j'y étais, mais ça fait 4000 km² la zone olympique au JO. Une zone qui est
apparemment une zone faite normalement pour du ski, avec juste quelques skieurs et des petits accès. Donc on est sur une surface qui sera moindre, avec des accès qui sont plus faciles, à mon avis, à contrôler. Tout ça est jouable. Je pense qu'il est possible de faire... Alors, pourquoi j'ai levé le doigt? C'est parce que on a l'impression de découvrir le fil à couper le beurre. Hein. Les risques, à l'époque, étaient aussi importants, sinon plus, parce que n'oubliez pas, on était dans la dynamique, si j'ose m'exprimer ainsi, d'un terrorisme qui faisait du terrorisme à travers l'image et le spectacle. Souvenez-vous des Jeux Olympiques de Munich, qui ont été à l'origine de mon unité, de la création du GIGN, mais surtout de toutes les unités du monde, parce qu'il fallait avoir un autre problème. Donc le problème qui se poserait serait plus d'un type de terrorisme qui est bien évidemment tout aussi dramatique, mais qu'il est plus facile de gérer en amont, qui n'est pas ce terrorisme spectacle, mais qui est un terrorisme pour tuer. Donc avec une logistique, avec des gens qui doivent se déplacer, etc. Donc il y a une problématique différente qui ne change pas, bien sûr, le sujet, mais il ne faut pas se limiter au terrorisme. Il n'y a pas que le terrorisme. Il y a les mouvements de foule, il y a tout un tas de choses autour de la sécurité d'un événement. Guillaume Fard. D'abord, dire que, et je rejoins totalement Christian Pourteau, les Jeux Olympiques sont une vitrine. Ils sont une vitrine pour les sportifs. Vous le disiez, 1 milliard de téléspectateurs, enfin, quelle plus belle vitrine. Mais ils le sont aussi pour les organisations terroristes, ou en tout cas toutes les organisations subversives qui veulent profiter de cet événement pour médiatiser leur action. C'était le cas des Palestiniens en 1972 à Munich, qui prennent en otage la délégation israélienne de façon sanglante. Mais il y a eu d'autres moments où les Jeux ont fait l'objet d'instrumentalisation à caractère politique. Enfin, les Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne nazie, le moment des Jeux Olympiques organisés par l'Union soviétique ou organisés par les États-Unis à Los Angeles en plein contexte de guerre froide, bon bah oui, ça fait l'objet d'instrumentalisation. Donc il y a cela, il y a cette menace et c'est pas une menace nouvelle. Il y a le fait aussi qu'on a des groupes qui sont des activistes violents, alors pas nécessairement des terroristes djihadistes, mais on a des mouvements animalistes, éco-terroristes, altermondialistes, anticapitalistes, mais qui, bien sûr, peuvent être tentés de profiter de cet événement pour faire connaître leur cause en le perturbant. Alors, ils peuvent le perturber physiquement, mais ils peuvent aussi le perturber numériquement. Parce que des attaques cyber sont aussi à redouter. Quand vous avez 1 milliard de téléspectateurs, si vous piratez des chaînes de télévision, vous voyez bien l'effet que vous allez obtenir. Vous n'aurez tué aucune vie humaine, mais vous aurez, bien évidemment, pollué cet événement et vous en aurez dégradé l'image. Donc, il y a de multiples risques. Et face à ça, la difficulté majeure, c'est qu'il y a de multiples organisateurs, parce que la France est un pays d'accueil, donc à sa part à prendre dans la sécurité de cet événement, mais il y a aussi des organisateurs, notamment le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui lui a des standards qui sont des standards internationaux, qui ne s'emboîtent pas toujours parfaitement avec nos standards nationaux, et ce dialogue-là est compliqué, et rend aussi complexe la sécurité des Jeux. À ce propos, d'ailleurs, la préfecture de police était au départ complètement contre cette cérémonie d'ouverture. Puis finalement a cédé. Grâce à la pression, ouais. Qu'est-ce qui fait que c'était la pression de l'État, la pression de la mairie de Paris aussi. Moi je me dis, est-ce que c'est bien, par rapport à ce que Guillaume Fard a dit, est-ce que c'est bien responsable de conserver cette cérémonie d'ouverture avec une aussi grande... il y a 4 ou 6 kilomètres, je crois, 6 kilomètres de parcours, 600 000 personnes attendues. Est-ce que c'est bien responsable au vu des risques actuels qui vont accroître forcément, donc qui vont venir. Alors, je ne sais pas. Alors, oui, la préfecture de police parlait de 150 000 personnes qu'on pouvait canaliser. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire avec les 600 000, mais moi, je vais revenir sur des choses plus terre à terre, en fait. Bien sûr que ça aurait été beaucoup plus simple de le faire sur une enceinte fermée, parce qu'on contrôle les accès. Alors que là, on est vraiment sur la voie publique. Ça va engendrer beaucoup de choses. Déjà, les autorisations du préfet pour que les sociétés de sécurité interviennent sur la voie publique. Comme disait M. Pourteau, il va falloir bien mettre en place les différents services, que ce soit des volontaires, des agents de sécurité ou de la police municipale ou de la police nationale. Donc tout ça, il faut bien les imbriquer. Il faut savoir aussi que le contexte international, partons sur le contexte d'aujourd'hui.
ne pensons pas que le contexte va s'améliorer. Et aujourd'hui, nous, pour avoir vécu les attentats au Stade de France le 13 novembre, notre mode de fonctionnement a totalement changé. On a mis des nouveaux process et tout. Et donc, aujourd'hui, il va falloir s'adapter, mais à l'extérieur. Et c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, Alexandre, une personne qui a une fenêtre, c'est pas voilà. Aujourd'hui, tout le monde peut louer à travers Airbnb, par exemple. Et donc, contrôler toutes ces personnes, je souhaite bien du courage au service de l'État. Mais déjà dans les stades, il y a les fumigènes qui rentrent, il y a des gros problèmes d'introduction, alors qu'en fait c'est hyper filtré. Et puis comment faire au bord de Seine? Guillaume Fard l'a dit, il n'y a pas que la menace terroriste. En 2018, à la Coupe du Monde de football en Russie, on a assisté également aux Femen qui ont réussi à se déguiser, à entrer sur le site. La perturbation d'une discipline engendre beaucoup de conséquences, en fait, que les gens ne voient pas. Ouais. Et puis, vous avez la retransmission aussi télévisée, etc. Donc, pour moi, c'est un gros risque, déjà, de le faire à l'extérieur. Et en plus, sur le nombre de participants, je trouve que c'est vraiment assez important. Ouais. Christian Proutot. Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer à se faire peur, il faut anticiper. C'est le maître mot. J'en reviens à mon expérience. On a mis 4 ans pour mettre en place la sécurité des JO. On faisait partie prenante, puisque Alexandre, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, d'un groupe de travail avec le COJO, qui était lui responsable de ces enceintes. Et donc, il y a possibilité de faire quelque chose qui fonctionne. Et je voudrais simplement rappeler qu'il y a eu d'abord le bicentenaire de la Révolution française ici, sur les Champs-Élysées. Il y avait plus d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Que si vous multipliez par le nombre d'événements qui se déroulent à Paris, comme il y a eu par exemple le retour après la Coupe du Monde sur Paris, bien sûr. On en est les champions du monde, sur les champions du monde. Donc on a quand même l'expertise de ce genre d'événements. On a eu effectivement des moments douloureux où on aurait pu avoir quelque chose de pire avec les attentats autour du Grand Stade. Mais je pense que d'abord, depuis, on a évolué par rapport à la réforme qui avait été faite sur nos services de renseignement, qui après la réforme qui avait été faite par Nicolas Sarkozy était tombée, cette réorganisation avait joué tout sur le technique. On est revenu à un renseignement de terrain avec les renseignements territoriaux, qui en fait sont une réminiscence des anciens renseignements généraux. On a une meilleure connaissance. En plus, la ville de Paris est équipée en caméras. Elle est beaucoup plus équipée qu'on ne l'était à une certaine époque. Mmh. On a donc un ensemble de moyens s'ils sont bien gérés, par rapport à la problématique du risque qui n'est pas, je tiens à revenir là-dessus, vous aviez raison de l'évoquer, simplement, à travers simplement ce que l'on redoute le plus, l'acte terroriste en tant que tel, même s'il ne faut pas le mésestimer. On ne sait pas encore ce qui se passera au niveau géopolitique qui pourrait avoir une répercussion à l'époque. Je voudrais revenir également au terrorisme d'image, qui n'est pas forcément du terrorisme, mais c'est, comme vous le disiez, le fait d'exploiter l'image à son profit, que ça soit au niveau politique avec les Jeux de 36, etc. Mmh. Je pense en particulier à ce qui s'est passé à Mexico, où le Black Power s'est fait connaître avec Smith et son collègue dont j'ai bouffé le nom. Je le regrette parce qu'en plus, tout le monde l'oublie, mais ils ont été virés et ils n'ont jamais été réintégrés. Pour dire que c'est pas de la préhistoire et les âneries, ça peut servir. Mais cela dit, ce qu'ils ont fait a marqué quelque chose et a fait connaître une cause. Et malheureusement, vous disiez 1 milliard, à mon avis, il n'y en a pas un, il y en a 2 ou 3 de téléspectateurs. Oui. C'est l'événement le plus retransmis. Oui, c'est le plus retransmis. Ouais. Eh bien, la tentation de venir faire parler de soi en dehors de montrer ses seins, ce qui pourrait avoir par rapport à disons, une certaine problème sur l'image, un intérêt détourné autre que le voyeurisme, il y a effectivement tout un tas de possibilités qui peuvent troubler la cérémonie d'ouverture. Moi, je rebondis sur la vidéoprotection que vous disiez. Donc, la vidéoprotection a très bien protégé on va dire, le public à Nice, par exemple. C'est sûr que ça protège. Et pourquoi vous me dites ça ? Parce qu'en fait, vous dites que la vidéoprotection, elle va... Vous avez parlé du renseignement avant. Non, vous avez parlé des caméras aussi. Oui, mais j'ai parlé des caméras. Voilà. En fait, la caméra, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que ça ne te protège pas. Mais non, mais... Du coup, c'est que l'humain. Et ensuite, en fait, il faut prendre l'expérience des JO de Londres, en fait.
en JO de Londres, en fait, ils ont été submergés. En fait, c'est-à-dire qu'aux dernières minutes, ça a été mobilisation générale de l'armée, plus de 3000 militaires qui arrivent en dernière minute. En France, ça va se passer comme ça. Alors, comment on va faire? Mickaël, justement. On en est où là-dessus? Je vais relayer ce que dit Mickaël. Concernant la pénurie d'agents de sécurité, elle est toujours présente et elle s'accentue. Parce qu'on évoque des besoins de 20 à 25 000 agents de sécurité. Hein. Aujourd'hui. Sans compter la déperdition de tout le contingent qu'on a eu sur ces 2 dernières années. Donc, ça va être compliqué parce que... alors, la France a un savoir-faire. C'est indéniable. La France, depuis 1998, fait des grands événements. Il n'y a pas de souci sur la capacité de l'État à pouvoir contrôler toutes ces grandes manifestations. Je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'on aura assez d'agents de sécurité? Ça, aujourd'hui, on est encore dans les... Enfin, c'est impossible. Pour moi, en fait, on peut pas être dans le flou. C'est impossible. Justement, aujourd'hui, on est en train de travailler pour pouvoir rendre le métier attractif et justement faire en sorte de régénérer le contingent et amener beaucoup plus de ressources. On est en train de travailler avec les services de l'État, que ce soit la DLP... Pour faire un CQP JO 2024. Exactement. Le préfet Cadeau et ses équipes nous concertent. On est, depuis 5 mois à peu près, on est en train de travailler dessus. Donc aujourd'hui, si on ne met pas en place des outils qui permettent de recruter massivement, on n'y arrive certainement pas. Mais on en est où de la réflexion, c'est-à-dire de répartition entre les forces publiques, les forces privées et les bénévoles? Si vous me permettez, il y a 2 éléments. Le premier, c'est l'état de la menace. Oui, la menace est élevée. Mais si on s'arrête à cela, on ne fait jamais rien. Enfin, il n'y aurait pas eu les manifestations du 11 janvier 2015 pour soutenir la République après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher il y a maintenant 7 ans, parce qu'on faisait venir des chefs d'État du monde entier dans un contexte menace terroriste très élevé qui ont défilé à Paris. C'était pas prévu. N'oublions pas la COP21 15 jours après les attaques. Après les attentats du 13 novembre 2015. Et donc dans les 2 cas, que ce soit cette manifestation du 11 janvier ou celle de la COP21, si on considérait que la menace était élevée et qu'il ne fallait rien faire, on n'aurait jamais rien fait. Et pourtant, ces événements ont eu lieu, et ils ont eu lieu sans attentat, ni difficulté majeure. Donc, bien sûr que la menace est élevée. Maintenant, il faut anticiper. Il faut travailler à cela. Et travailler dans le cadre d'une coopération publique-privée. Alors, c'est vrai qu'on dit il faudra trouver entre 22 000, 25 000, le chiffre fluctue, mais il fluctue entre 20 et 25 000, agents de sécurité privée, ce qui est à dire plus qu'au moment de l'Euro 2016 de football, où il en fallait environ 15 000. Et la difficulté, c'est effectivement de les recruter. Mais au-delà de les recruter, c'est de savoir ce qu'ils vont faire après. Parce que les épreuves durent 57 jours. Donc en fait, le problème, c'est le 58e jour. C'est qu'est-ce que vous allez faire de 20 000 personnes le lendemain du dernier jour d'épreuve? Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire, on a eu besoin de vous pendant un temps donné, mais finalement, on n'a plus besoin de vous. Beaucoup vont dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez que je fasse une formation qui dure 175 heures, 106 heures, bref, une centaine d'heures, pour gagner le même prix qu'un vendeur de glace? Autant que je fasse vendeur de glace tout de suite pendant la période, et puis ensuite, j'irai faire encore autre chose. Donc il y a une réflexion à avoir sur la continuité. Oui, bien sûr, c'est que vont faire ces gens. Alors, mais bien sûr, est-ce qu'on leur propose de devenir policier adjoint? Est-ce qu'on leur propose de devenir fonctionnaire de police dans le cadre d'accords qui seraient passés avec les écoles de police, puisqu'on recrute de façon très importante? Le président de la République a annoncé et a confirmé son objectif de recrutement de plus 1500 policiers par an, etc. Ça veut dire très concrètement, quand on tient compte des départs à la retraite, 4000 policiers chaque année dans les écoles de police. Bon, est-ce que c'est par ce système d'équivalence qu'on trouve un débouché? Est-ce que c'est d'une autre manière? Mais ce qui est certain, c'est que tout cela doit s'anticiper, faire l'objet de réflexion. Mais moi, je ne peux pas entendre que parce que le risque serait élevé, il ne faudrait pas que cette cérémonie se tienne. Alors, aujourd'hui, bien sûr qu'il ne faut pas s'arrêter aux menaces, sinon on ne fait rien du tout. Le comité organisateur des JO, le COJO, appelle de ses voeux un héritage après les Jeux, d'accord, qu'il soit sur la vidéoprotection ou sur la protection humaine. Oui, on en aura besoin, parce que aujourd'hui, ces agents que l'on va recruter, demain, ils continueront à être embauchés sur la partie événementielle. Parce que les matchs de football, on en aura toujours. Les matchs de rugby, on en aura toujours. Les concerts, etc. Surtout que c'est 22 000 sur le territoire. Et aujourd'hui, on ne se concentre pas uniquement sur la région parisienne. Vous avez des épreuves qui vont sont dans le Marseille, département notamment. du 77, à Marseille, etc. Donc c'est 22 000 sur le territoire. Aujourd'hui, vous savez, nous, on travaille sur le territoire, on fait beaucoup d'événementiels dans les stades de foot, les salles de concert, les matchs de rugby, etc. Et vraiment, on est vraiment en train de racler les fonds de tiroir pour trouver des agents
compétents, ou même des agents de base, pour travailler sur les matchs de foot, alors que les commandes ont presque doublé. Depuis la reprise du mois d'août, les commandes des clients ont pratiquement doublé. Ce qui a fait qu'il y a eu un creux. Pour moi, en fait, les 20 000 personnes qui vont être recrutées, ils ne vont pas du tout servir à l'événementiel après, puisque le gros problème de l'événementiel, c'est bosser 4 heures le samedi pour 60 €. Non. C'est ça le gros problème. C'est pas forcément de former des gens. Alors, l'événementiel, quand on dit l'événementiel, il n'y a pas que les matchs de foot. Hein. Vous avez les foires, les salons, vous avez les séminaires, vous avez les concerts. Les concerts, vous avez de tout. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on est capable de donner en région parisienne du travail tous les 2 jours, du travail supplémentaire tous les 2 jours à des personnes. Parce que la France est un pays organisateur de cérémonies, de festivités, de compétitions sportives. Donc, cet héritage, il va se servir. Et comme disait Guillaume Fard, bien sûr, des personnes vont peut-être épouser la profession et iront se former avec un module complémentaire pour ou épouser le métier, ou bien aller vers des métiers de police municipale ou police nationale, peut-être. Mais en tout cas, cet héritage, il va servir après les Jeux. Alors du coup, excuse-moi, sur les 180 000 personnes qui sont écartées en sécurité privée, du coup, comment ça se fait que l'événementiel ne peut pas piocher là-dedans ? Pourquoi ils viennent pas ? Il faut faire attention aux chiffres. On nous avait indiqué qu'il y avait 300 000 personnes qui titulaires d'une carte, et 180 000 qui étaient actives. D'accord ? Ça, c'était les chiffres de la DLPAJ. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. En 2015, il y a eu un CQP événementiel qui a permis de recruter beaucoup de personnes. Il a super bien marché, d'ailleurs. Pour l'Euro 2016. Il faut savoir que la carte professionnelle dure 5 ans. Aujourd'hui, on est en 2021. Combien de personnes ont renouvelé cette carte ? Peut-être que les personnes l'ont fait juste pour les Jeux, pour l'Euro. Ouais. Aujourd'hui, on en est là. On ne sait même pas qui a renouvelé. Il y a des cartes professionnelles. Le taux de renouvellement, on le connaît. D'ailleurs, il est à peu près 1 sur 2. Il est assez faible. Alors déjà, en revanche, sans compter les personnes qui l'ont perdu. Ou qui sont toujours titulaires d'une carte, mais n'exercent plus le métier. Exactement. Parce qu'ils ont décidé que faire chauffeur-livreur, pour un salaire qui était le salaire minimum, était finalement plus confortable l'hiver quand il fait froid dehors. Et donc ça, en réalité, on dit il y a 180 000 agents, parce qu'on dit il y a 180 000 cartes pour la surveillance humaine, mais on n'en sait strictement rien. On ne sait pas dire qui, parmi les titulaires de ces cartes, exerce encore réellement la profession. Tout à fait. Christian Poteau. Non, moi je crois que c'est bon d'anticiper et de se poser la question par rapport à la ressource. Ce qui est important, et moi j'ai pas, au moment où je vous parle, j'ai pas d'informations sur le sujet, c'est la répartition qui va être faite, puisqu'on parle, je crois, de la cérémonie d'ouverture, au niveau de la cérémonie d'ouverture, sur ce qui sera délégué par l'État. Et à mon avis, ça va être les enceintes avec les contrôles sur le... Alors tout ce qui est bas de quai, pont, et tout ce qui est partie payante. Voilà, donc toute cette... Ça sera la sécurité privée. Tout ce contrôle, ça sera de la sécurité privée. D'accord. Un peu comme tous les événements de type olympique ou autre événement. Là, la ressource, soit elle va être de par les volontaires, et ça, je ne sais pas où on est pour le moment, ce qu'on appelle les volontaires aux Jeux Olympiques, parce que c'est souvent un chiffre très important. Oui, le CNAP, c'est anti-bénévole et volontaire. Monsieur Proutot, voilà, c'est ça. On va en parler dans le deuxième débat du CNAP, justement. C'est le CNAP, c'est l'intervention du CNAP qui décidera si c'est une mission de contrôle, ou une mission de sécurité, ou une mission d'accueil. Non, mais on est tout à fait d'accord. Sauf qu'il faut bien se dire que tout ça sera quand même encadré par un dispositif d'État. Et même si vous m'avez fait remarquer que les caméras ne sont pas une fin en soi, et ça, merci, quelque chose que je connais bien, et que effectivement, ça n'a pas résolu le problème de Nice, pour la raison simple que si des gens avaient regardé les caméras, on ne sait pas quel aurait été le délai pour qu'ils puissent anticiper sur un camion qui roule et des barrières juste métalliques, alors qu'il aurait fallu peut-être mettre des plombs en béton, mais on ne refait pas l'histoire. Par contre, pour les mouvements de foule, pour tout ce qui est important pour la préfecture de police et le dispositif qui sera en place, ça permettra effectivement de voir ce qui se passe sur le terrain, puisqu'on évoquait la difficulté d'un schéma qui est sur 600 mètres, je crois, à peu près, l'ensemble de la... non, 6 km. 6 km. 6 km, puisque c'est toute la Seine depuis... depuis Austerlitz jusqu'au Trocadéro. Voilà, c'est ça. Oui, François Mitterrand jusqu'au la TGB. Ouais. Donc, effectivement, ça fait un endroit très long. Il y a tout ce travail en amont, et je pense qu'il y a un responsable pour cette sécurité. Ça va être son boulot, en interaction, bien évidemment, avec les gens qui vont être... qu'il faudra employer, en plus des dispositifs d'État. À titre indicatif, je reviens à mon histoire,
le dispositif d'État, rien que le dispositif d'État, au JO, c'était 10 000 hommes. En 92. En 92. Et c'était bien sûr pas le même type d'événement. Bien sûr, bien sûr. Donc je pense que les ressources sont là. Et s'agissant des formations et de ce qu'on fera des gens après, si on ne parle pas donc des volontaires ou des gens qui sont là, effectivement, il y a possibilité peut-être, mais c'est à négocier, de se dire qu'il y a des gens, on peut leur proposer de faire derrière une autre formation. Parce que c'est sûrement pas la formation qui va être mise en place pour les JO qui va leur permettre soit d'atteindre le niveau qui va être nécessaire pour les polices municipales ou la police ou la gendarmerie. À titre indicatif, c'est 9 mois de formation. Quand les policiers ont essayé de faire 3 mois de formation, il n'y a pas longtemps encore, ils sont complètement revenus en arrière et ils sont repartis sur 6 mois. Enfin, pour moi, ça va être un échec la carte pro JO 2024, comme ça a été un échec pour la carte pro événementielle, où quasiment personne ne s'est mis dessus, parce qu'en fait, ça avait réduit d'une 30aine d'heures, même pas. Du coup, ça n'avait aucun intérêt. Alors, en conclusion, Moustapha, il nous reste 1 minute. Nous avons proposé une formation à 105 heures qui sera totalement différente de ce qui était pondu en 2015, puisque déjà en 2015, on était à 1 an des Jeux de l'Euro. Là, on a déjà du recul plus importante. Et c'est vraiment une formation qui est complètement dédiée à l'événementiel. Ce n'est pas des agents de sécurité qui viendront et qu'on va reformer. Par contre, ceux-là, ils sont tout de suite disponibles pour l'événementiel. Et pourquoi 100 heures? Pourquoi autant? Parce qu'il y a quand même toute une base législative et autres, et après il y a une partie pratique. Donc voilà. Bon, il nous reste 2 ans, on suivra ça, on refera un débat pour voir un peu comment ça avance. Merci beaucoup Moustapha Abassani d'avoir participé à ce débat. Dans quelques instants, on va essayer de savoir si le CNAPS sert encore à quelque chose. C'est juste après ça.